répétiteur. Au sommaire de cette vidéo, nous allons aborder une nouvelle leçon intitulée « Les bases de la dynamique ». Différentes notions y seront développées, à savoir dans un premier temps la notion de centre d'inertie. En deuxième lieu, les quantités de mouvement seront abordées, les lois de Newton aussi seront abordées, le théorème de centre d'inertie y seront développés, le théorème de l'accélération angulaire, qui concerne les élèves de terminale S1, et enfin, la conservation des quantités de mouvement seront aussi abordées. Merci. Voilà. Donc, pour pouvoir aborder la leçon, dans un premier temps, n'oublions pas que nous avons abordé la leçon précédente, à savoir quoi? Cinématique du point. Là-bas, on s'était intéressé sur le mouvement d'un objet sans pour autant s'intéresser sur la cause qui donne naissance à ce mouvement. Donc, au niveau de cette nouvelle leçon, à savoir, toujours nous allons étudier le mouvement d'un objet, mais en dehors de cela aussi, à savoir quoi? Il faudrait qu'on étudie les causes qui donnent naissance à ce mouvement. D'où la notion de quoi? Base de la dynamique qui est développée, ces concepts sont développés par les lois de Newton. Donc, dans un premier temps, abordons le centre d'inertie. Pour la première partie, à savoir le centre d'inertie. Donc nous allons dans un premier temps essayer de faire quoi? Une mise en évidence de ce centre d'inertie. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faudrait quoi? Qu'on sache deux notions, à savoir quoi? Un système isolé. Un système est isolé lorsqu'il est soumis à aucune force. Mais par contre, un système isolé, à savoir quoi? Bien vrai qu'il est soumis à des forces, à savoir quoi? Ces forces se compensent. Donc, nous pourrons prendre le cas de quoi? D'un solide qui est posé sur une table. Donc, dans ce cas, il y aura quoi? Il y aura le poids P de l'objet et la réaction R de la table. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons R plus P est égal à quoi? Est égal à vecteur nul. Donc ça veut dire quoi? La somme des forces se compense. Donc dans ce cas ici, nous avons quoi? Un système qui est pseudo-isolé. Mais par contre là, nous avons quoi? Un système qui est un système qui est isolé, à savoir, il n'est soumis à aucune force. Voilà. Maintenant, comment nous allons mettre la mise en évidence de quoi? Du centre d'inertie. Nous allons considérer quoi? Un solide qui est posé comme un solide triangulaire, n'est-ce pas, qui était posé sur une table. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lancer l'objet, tout en essayant de faire quoi? Un effet de rotation. Qu'est-ce qui va se passer? Si l'objet est lancé sur une table, tout en faisant un effet de rotation, nous allons nous rendre compte qu'au cours si l'objet est ainsi, à savoir un centre, un point remarquable qui est là-bas, voilà. Maintenant, si nous choisissons ici deux points, à savoir un point A qui se situe ici et un autre point remarquable au point G, qu'est-ce que nous allons nous rendre compte? Si nous considérons le point A, qu'est-ce que nous allons considérer? Au cours de ce mouvement, nous allons voir que le point A décrit un mouvement quelconque. Mais par contre, il existe un point remarquable, comme vous le voyez, qui va faire une trajectoire qui est rectiligne. Donc c'est ce point remarquable. En faisant plusieurs expériences, nous allons considérer qu'il existe toujours un point remarquable qui forme ou bien qui réalise une trajectoire rectiligne. Ce point remarquable est appelé quoi? Est appelé centre d'inertie. Ce point remarquable est appelé centre d'inertie. Maintenant, avec des expériences aussi, on se rend compte que quoi? Que ce point remarquable aussi réalise un mouvement qui est quoi? Qui est rectiligne uniforme. N'est-ce pas? Maintenant, des expériences aussi nous montrent quoi? Nous montrent que ce point remarquable appelé centre d'inertie, n'est-ce pas, se confond, à savoir le plus souvent au centre de gravité.
au centre de gravité du solide. Voilà. Voilà. Donc, en résumé, ce que nous pourrons dire, c'est quoi? Lorsqu'un système est pseudo-isolé et qui est en mouvement, il existe un point remarquable qui effectue un mouvement rectiligne uniforme, et ce point remarquable n'est rien d'autre que le centre de gravité. Ce centre de gravité aussi, à partir des expériences, on se rend compte que aussi ça se confond à quoi? Au centre de gravité du solide, n'est-ce pas? Donc, nous ici aussi, nous pourrons quoi? Établir quelques relations barycentriques. Donc, voici, si nous avons un système, n'est-ce pas, de points matériels, comme vous le voyez, n'est-ce pas, on a des points G, G1 affecté le point M1, et G2 affecté M2, n'est-ce pas, ainsi de suite. Donc, ici, il y aura le centre de gravité de G. Ici, on aura le point M3, si on veut, au point G2, n'est-ce pas? Il y a un certain temps, le point M1. Voilà. Donc, chaque point est affecté à quoi? Est affecté à une masse M. Donc, la relation barycentrique nous dit quoi? Il existe un point G tel que M1, G1, à savoir, précisons que si nous sommes dans le repère orthonomique au IJK. Voilà, donc je précise quoi? Que M1, G1 plus M2, G2, n'est-ce pas? Plus jusqu'à M1, N, G, n'est-ce pas? Gn est égal à quoi? Vecteur nul. Donc si nous introduisons ici le point O, donc de ce fait on se rend compte pourquoi? En développant que M1 au G1, n'est-ce pas, plus M2 au G2, n'est-ce pas, plus jusqu'à quoi? Mn, si nous voulons, Mn au Gn est égal à quoi? Est égal à M1 plus M2 jusqu'à Mn, voilà, au G. Donc voici la relation barycentrique qui existe, à savoir quoi? Si on a un système affecté quoi? D'un ensemble de points, et ces points aussi sont affectés par quoi? Par des masses M1, M2 et M3. Donc qu'est-ce que nous disons? Il existe un unique point G après le centre de gravité du système, tel que M1, G1, M1, G1, plus M2, G2, plus, n'est-ce pas, jusqu'à Mn, Gn est égal à vecteur nul. Et si nous continuons, donc ça veut dire quoi? Le point OG est obtenu par cette relation, à savoir M1 OG1, plus M2 OG2, plus Mn, voilà, OGN, voilà, donc le tout sur M1 plus, voilà, Mn. Et ceci aussi pourrait être, à savoir ça, c'est la somme des masses, ça pourrait aussi être équivalent à ce qu'on appelle quoi? La masse totale du système. Donc cette relation est importante. Plus loin, nous allons essayer de l'utiliser pour pouvoir expliquer la notion de quoi? Quantité de mouvement. Donc, dans la deuxième partie, nous allons aborder la notion de quantité de mouvement. Donc, dans un premier temps, à savoir quoi? Le cas d'un point matériel, et en deuxième lieu, le cas d'un système de points matériels. Maintenant, prenons le cas d'un point matériel. N'est-ce pas? À savoir quoi? On considère un point matériel. Ce point matériel, nous allons considérer quoi? Possède une masse M et animer quoi? Animer une vitesse V. Donc la grandeur physique appelée quantité de mouvement est définie par la relation, à savoir P est égal à M fois V. Donc de ce fait, la remarque c'est quoi? À savoir la quantité. D'abord, nous pouvons dire quoi? Que la masse serait en kilogrammes. Voilà. Et la vitesse aussi devrait s'exprimer en mètres S-1. Voilà. Donc en résumé, donc, comme nous le voyons, donc la quantité de mouvement aura pour unité kilogramme mètre S-1. On est d'accord. Maintenant, la remarque, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on remarque? M étant une constante, n'est-ce pas? Ou bien n'étant pas une grandeur vectorielle, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que P et V sont collinaires. Donc, de ce fait, nous pourrons dire quoi?
si le vecteur vitesse est ainsi, donc nous pourrons avoir un autre vecteur, à savoir MV, qui n'est rien d'autre que la quantité de mouvement. Donc de ce fait, pour un système de points matériels, pour un point matériel, donc le vecteur de vitesse V et la quantité de mouvement sont collinaires. Donc voici la formule pour le cas d'un point matériel. Donc passons pour le cas d'un système de points matériels. En deuxième lieu maintenant, considérons pour le cas d'un système de points de matériel. Donc de ce fait, nous avons un système, comme nous le considérons, donc avec des points matériels, n'est-ce pas, si nous voulons. Au niveau de points ici, nous pourrons dire le point M1, M2, M3, si on veut, jusqu'à quoi? Jusqu'à Mn, n'est-ce pas, si on veut. Maintenant, chaque point est affecté à une masse M1. Là, nous pouvons dire masse M1. Là, nous avons la masse M2, et ainsi de suite, jusqu'à la masse Mn. Comme nous l'avions vu plus loin, à savoir la relation barycentrique, à savoir ici c'est un système, donc il existe toujours un point remarquable, tel que comment? Tel que M1, à savoir dans le repère OIJK. Voilà. Donc la relation barycentrique dont nous venions de démontrer plus haut, donc nous donne quoi? Nous donne M1, n'est-ce pas, OM1, n'est-ce pas, plus M2, OM2, plus jusqu'à OM. Voilà, ceci est égal à quoi? Est égal à M1 plus M2 plus, voilà, si nous avons un ensemble allant jusqu'à N, n'est-ce pas? Donc ici, ça serait quoi? Ça serait OG. Donc voici la relation barycentrique. Maintenant, notons aussi, comme nous l'avions dit, ce centre de gravité est aussi le centre d'inertie pour le cas d'un système. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de dériver par rapport au temps. Notons que la masse, si on suppose que la masse est en constante, donc dériver par rapport au temps de cette relation, voilà. Donc, de ce fait, est égal à dériver par rapport au temps. Voilà. Jusqu'à Mn. Voilà. Si nous voulons ici. Maintenant, M est en constante, donc de ce fait, qu'est-ce que nous aurons? Ici, nous aurons quoi? Dérivé, comme au niveau de la première leçon, dérivé par rapport au temps du vecteur de position, ça ne donne rien d'autre que la vitesse. Donc de ce fait, ici, si nous dérivons, nous allons obtenir M1 V1 plus M2 V2, n'est-ce pas? Plus jusqu'à, si nous voulons, Mn, voilà, Mn Vn. Tout ceci est en constante, donc ça serait par facteur de M1 plus M2 jusqu'à Mn, n'est-ce pas? Maintenant, dérivé par rapport au temps de G, ce n'est rien d'autre que la vitesse du centre d'inertie que nous pouvons noter comme Vg. Voilà. Donc, le V1, ça serait quoi? La vitesse, n'est-ce pas? Si nous considérons, voici la vitesse V1. Voilà, la vitesse V2. Voilà, quelque part, on aurait ici la vitesse du centre d'inertie. Quelle est cette relation? Donc, n'oublions pas, pour le cas d'un système de points matériels, nous avions pu définir la quantité de mouvement étant quoi? P est égal à M fois V. Donc, de ce fait ici, nous pourrons dire quoi? Ceci est équivalent à P1. Quantité de mouvement du point matériel 1 plus P2, voilà, jusqu'à Pn, n'est-ce pas, est égal à quoi? M1 plus M2 Mn, nous pourrons dire que aussi est égal à grand M, à savoir la masse totale du système. Donc de ce fait, P est égal à quoi? Est égal à Vg. Donc ceci est égal à P. Donc en résumé, nous pourrons dire quoi? Lorsqu'on a un système de points de matériel, le vecteur quantité de mouvement est soit égal à la somme des quantités de mouvement de chaque point matériel, ou bien aussi est égal à quoi? Est égal à la masse totale du système,
Affecté par quoi? Affecté par le vecteur vitesse de quoi? Du centre d'inertie. Donc voici en résumé. Donc, pour le cas des systèmes de points matériels, P est égal à quoi? La masse totale du système multiplié par quoi? Multiplié par le vecteur vitesse du centre d'inertie de ce système. Voilà. Donc, ici, en troisième partie, nous allons essayer d'aborder les lois de Newton. Donc, différents principes y seront développés. Et notons en un premier lieu que les principes ne se développent pas en physique. Donc, dans un premier temps, c'est quoi? À savoir le principe d'inertie. À savoir la notion de centre d'inertie a été abordée, à savoir ce point remarquable. Ça veut dire quoi? Et toujours, si le solide est pseudo-isolé, ce point remarquable est toujours animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, que dit le principe d'inertie? Le principe d'inertie nous dit quoi? Lorsqu'un système est pseudo-isolé, ou bien, à savoir, quand c'est pseudo-isolé, ça veut dire quoi? L'ensemble des forces qui s'y exercent sont quoi? Se compensent, ou bien, si le système est isolé, à savoir quoi? N'est soumis à aucune force, deux situations se posent. Soit, à savoir quoi? Le système est au repos. S'il est au repos, donc ça veut dire quoi? Là-bas, la vitesse serait quoi? Serait une constante. Pardon, la vitesse serait nulle. Ou bien, deuxième situation, c'est quoi? Soit le solide est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Dans ce cas, comme précédemment avec la première leçon, donc dans ce cas, nous aurons quoi? La vitesse Vg serait quoi? Serait une constante. Voilà. Donc voici le principe d'inertie, appelé aussi première loi de Newton. Allons-y pour la deuxième loi de Newton. Voilà. Pour la deuxième loi de Newton, aussi appelée quoi? Principe fondamental de la dynamique. Que postule ce principe? Ce principe nous dit quoi? À savoir, segment des forces extérieures s'exerçant sur un solide est égal à quoi? À chaque instant, dérivé par rapport au temps, ddt, par rapport au temps de quoi? De la quantité de mouvement du solide. Donc, en résumé, voici la deuxième loi de Newton, aussi appelée quoi? Principe fondamental de la dynamique, à savoir l'ensemble des forces extérieures qui s'exercent sur un solide est égal à tout moment ou à chaque instant la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement du solide. Donc, après avoir établi la deuxième loi de Newton, à savoir le principe fondamental de la dynamique, nous allons essayer d'aborder un nouveau théorème, à savoir le théorème de centre d'inertie. Que dit ce théorème? Notons que ce théorème est obtenu à partir de la relation de quoi? De la deuxième loi de Newton, avec quelques approximations, à savoir quoi? La deuxième loi de Newton nous dit segment des forces extérieures est égal à quoi? Dérivé par rapport au temps de P. Notons aussi que P étant la quantité de mouvement, donc dérivé par rapport au temps de m fois Vg, à savoir quoi? La vitesse du centre d'inertie. Avec quelques approximations, à savoir quoi? On considère que la masse m étant une constante, n'est-ce pas? Donc de ce fait, cette relation implique que segment des forces extérieures est égal à quoi? M. Voilà. Dérivé par rapport au temps de la vitesse du centre d'inertie. Donc de ce fait, notons, comme toujours, rappelons que quoi? Dérivé par rapport au temps de la vitesse nous donne quoi? Nous donne l'accélération. Donc dans ce cas, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons M est égal à quoi? Égal à AG. En fin de compte, nous aurons quoi? Segment des forces extérieures est égal à quoi? Est égal à M fois G. Voilà. Ceci n'est rien d'autre que quoi? Que le théorème de centre d'inertie, qui dit quoi?
La somme de l'ensemble des forces qui exercent sur le solide est égale à quoi? La masse de ces systèmes affectée par quoi? Par l'accélération du centre d'inertie. Donc, voici en résumé le théorème de centre d'inertie. Voilà. Donc, abordons la troisième loi de Newton, aussi appelée quoi? Principe des actions réciproques. Donc, comme exemple, ce principe pourrait être illustré par l'exemple. Voilà, donc si nous avons un solide qui est posé sur une table, voilà, en premier lieu, nous avions pu dire qu'il y avait la réaction R et le poids P. Voilà, donc ici nous voyons que c'est équivalent aussi au principe de réaction réciproque. Parce qu'ici on a deux systèmes, à savoir on a un solide S1, ici nous pourrons dire quoi? Que nous avons un solide S2. En représentant ces deux forces, donc nous pourrons dire que ici, ce n'est rien d'autre que quoi? À savoir ça, c'est le solide 2, donc ce n'est rien d'autre que quoi? Que la force que exerce le solide 2 sur le solide 1. Ici aussi, nous pourrons dire quoi? Que c'est la force. Donc vous voyez, la réaction R n'est rien d'autre. La réaction R a été quoi? A été créée par la table, à savoir c'est la réaction de la table. La table étant nommée comme étant le solide 1, donc ce n'est rien d'autre que la force que le solide 1 exerce sur le solide 2. N'est-ce pas? Donc voici en résumé la troisième loi de Newton, à savoir le principe d'action réciproque. Si on a deux solides qui sont en interaction, donc si le solide 1 exerce une force sur le solide 2, automatiquement le solide 2 aussi exerce une force sur le solide 1, de telle sorte que la somme des forces, à savoir quoi? La force que le solide 1 exerce sur le solide 2, plus la force que le solide 2 exerce sur le solide 1 est égale à vecteur nul. Nous pourrons dire aussi que F1 sur 2 est égal à quoi? Est égal à moins F2 sur 1. On dit que aussi ces deux forces sont directement opposées. Quand on dit que ces deux forces sont directement opposées, comme vous le voyez, ils ont la même direction, n'est-ce pas? Ils auront la même intensité, de telle sorte qu'en faisant la somme, on aura un vecteur nul, et ils seront de sens contraire, d'où ceci moins. Donc voici la troisième loi de Newton. Nous venons de faire une synthèse, un résumé des différentes lois de Newton, à savoir la première loi, deuxième et troisième loi. Notons que aussi ces lois sont valables que lorsque quoi, le référentiel est supposé galiléen. Pour obtenir un référentiel galiléen, notons que certaines approximations seront faites, à savoir quoi, au niveau de la nature du mouvement, et ça dépend aussi de la nature du mouvement. Donc de ce fait, parmi les meilleurs référentiels galiléens, nous pouvons noter le référentiel copernicien, à savoir quoi, le référentiel héliocentrique. Par contre, comme les autres référentiels déjà abordés au niveau de la première leçon, à savoir le référentiel géocentrique, le référentiel terrestre, là-bas, il n'y a que des approximations. Au niveau des calculs, nous allons supposer que ces référentiels sont supposés galiléens. Dans cette partie, nous allons aborder le théorème de l'accélération angulaire. Notons que le théorème de l'accélération angulaire, à savoir plus précisément, cette partie est réservée pour les élèves de la terminale S1. Voilà. Donc, en premier lieu, nous avions pu démontrer, établir du moins, le théorème de centre d'inertie qui postule que le segment des forces extérieures est égal à MA. Maintenant, pour le cas théorème de l'accélération angulaire, à savoir lorsqu'un solide ou bien un point matériel est animé d'un mouvement de rotation. Prenons l'exemple pour le cas d'un point matériel. Donc, nous allons utiliser maintenant
savoir le solide est en rotation par rapport à son centre d'inertie, delta G. Ici, ça serait porté par le vecteur tour. Ici, porté par le vecteur unitaire M. Nous pourrons avoir A tour ici. Et nous pourrons avoir AM. Cette distance, comme vous le voyez, pourrait être le rayon R, parce que le mobile est là, ou bien le point matériel, à savoir point M. Donc, d'après le principe d'inertie, ou bien deuxième principe fondamental de la dynamique, ou bien théorème de centre d'inertie, sigma des forces extérieures est égal à MA, puisqu'on a un système, nous aurons force de F est égale à MA. Donc nous allons décomposer. Donc de ce fait, A dans la base de Freinet est égal à A2 plus à AN, ce qui implique que force de F serait égale à M facteur de A2 plus à AN. Donc de ce fait, ceci est égal à M A2 plus MA AN. Maintenant, puisque ici, il y a une relation qui nous dit quoi? Que la force est équivalente à quoi? Est équivalent à M fois A. Donc, par analogie, donc M fois A2, nous allons considérer c'est la force tangentielle, et que M fois AN, c'est la force normale. Donc, de ce fait, ceci est égal à F2 plus Fn. En résumé, F est égal à quoi? Est égal à F2 plus Fn. Maintenant, si nous essayons de calculer le moment, donc par définition, le moment d'une force par rapport à l'axe delta, donc de ce fait, c'est l'intensité de cette force multiplié par le poids de levier ou ainsi de suite, donc ça veut dire quoi? Multiplié par R. Ici aussi la même chose. La force qui est portée, voilà, donc ici, ça pourrait être le centre, là le point M, donc de là à là. Voilà. Donc ici nous aurons pas une force, à savoir quoi, MA qui serait portée par la tangente. Ici aussi une force Fn portée par quoi? Par la normale. Donc de ce fait, si nous calculons le moment, donc de ce fait ici, pour la force Ft, comme vous le voyez, le bras de levier, vous le voyez, si on projette, ce n'est rien d'autre que quoi? Que la distance R, ici. Mais par contre, pour la force normale, comme vous le voyez, c'est ici, à savoir c'est normal, ça passe par le centre, à savoir quoi? Au niveau de l'axe. Donc dans ce cas, le moment de Fn serait égal à quoi? À 0. Avec cette définition, le moment c'est quoi? Est égal à F multiplié par cette distance qui n'est rien d'autre que quoi? Que le bras de levier. Donc nous allons exploiter ce résultat au niveau de cette relation. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'on aura? Moment de F par rapport à delta, n'est-ce pas? Ça serait égal à quoi? À moment de la force tangentielle par rapport à delta, plus le moment de la force Fn par rapport à delta. Comme nous venons de le dire, donc au moment de Fn est égal à 0. Donc de ce fait, ceci est égal à moment de F, pardon, je m'excuse, par rapport à delta. On est d'accord. Donc de ce fait, ceci va donner quoi? À savoir force T multiplié par quoi? Multiplié par R. Voilà. Notons qu'au niveau de la base de Freinet, là où on a mis avec l'expression A est égal à A2 plus à AN, pour le cas d'un mouvement circulaire, nous avions pu obtenir cette relation, à savoir A2, ce n'est rien d'autre que quoi? Que R fois θ de point, ou bien, comme avec cette expression, à savoir dérivé par rapport, pardon, que A2 est égal à quoi? R fois dérivé au temps, à savoir le rayon du globule, dérivé par rapport au temps 2 fois, de quoi? De l'élongation. Donc ce n'est rien d'autre que l'accélération angulaire. Donc de ce fait, c'est cette expression qu'on va remplacer ici. F2, comme nous l'avions dit, donc voici, c'est cette grandeur. Donc de ce fait, j'aurai un M, n'est-ce pas, multiplié par A2, donc comme nous l'avions dit ici. Donc ça serait quoi? Multiplié par un R, multiplié par θ2 point. Ceci, c'est l'accélération angulaire. Donc voici l'expression. Multiplié encore, parce que moment
moment ft fois r, donc ça c'est l'expression de, voilà, ft, donc m fois r θ 2 points, multiplié aussi par r, à savoir c'est r. Donc de ce fait, toujours, moment de f par rapport à delta va me donner mr au carré, n'est-ce pas, multiplié par quoi? Multiplié par delta point, n'est-ce pas? Cette expression-là serait remplacée par j delta, voilà, multiplié par l'expression. Donc en résumé, qu'est-ce que nous obtenons? Que le moment de la force F par rapport à delta est égal à j delta multiplié par l'accélération angulaire. J delta étant quoi? Étant le moment d'inertie du système, n'est-ce pas? Donc le θ 2 points étant quoi? Étant l'accélération angulaire qui serait exprimée en radian, voilà, s-2. Voilà, J delta au niveau de son expression, comme vous le voyez, c'est m, voilà, m r carré, donc m en kilogrammes, r en mètre. Donc ça serait en kilogrammes, voilà, mètre carré. Donc voici le théorème de l'accélération angulaire, le cas de quoi? Le cas d'un point matériel. Ce n'est rien d'autre que quoi? Le moment d'inertie du système multiplié par quoi? Le moment de la force F du point matériel par rapport à delta est égal à quoi? Est égal au moment d'inertie du système multiplié par quoi? Multiplié par l'accélération angulaire. Voilà, donc le théorème de l'accélération angulaire a été établi, à savoir pour le cas d'un point matériel, à savoir moment de F par rapport à delta, l'axe de rotation est égal à j delta, à savoir le moment d'inertie, multiplié par quoi? Multiplié par l'accélération angulaire. Et cette formule aussi serait généralisée pour le cas d'un solide. Pour le cas d'un solide, donc, comme nous considérons qu'un solide c'est un ensemble de systèmes de points matériels, donc dans ce cas toujours en se basant sur la deuxième loi de Newton, à savoir un principe de base de la dynamique. Donc dans ce cas nous aurons quoi? À savoir sigma, n'est-ce pas, somme des moments, des forces qui s'appliquent par rapport à delta, ce n'est rien d'autre que j delta du solide multiplié par l'accélération angulaire. Voilà. Pour le cas d'un point matériel, là-bas on aura une seule force. Pour le cas d'un solide, ce solide étant considéré comme un ensemble de points matériels, donc ça serait quoi? Un ensemble de forces. Donc dans ce cas-là, il n'y a que seulement la somme des moments des forces qui s'exercent par rapport à delta, somme des moments des forces par rapport à l'axe delta est égale à j delta multiplié par delta 2 points. Maintenant, pour le j delta, ça ne serait pas l'objet d'un développement, donc nous allons essayer de donner quelques formules de moments d'inertie que vous en aurez besoin au niveau des calculs. Voilà. Donc, dans cette partie, nous allons essayer de donner quelques exemples de moments d'inertie qui seraient utiles dans vos calculs. Prenons le cas d'un cercle ou bien d'un anneau, n'est-ce pas, qui est en rotation par rapport à son centre, vous le voyez ici. Si c'est considéré comme étant l'axe delta, un cerceau, à savoir ici c'est vide, c'est pas plein, donc de masse m. Donc ici nous pourrons dire quoi? De rayon r, n'est-ce pas, animer nos mouvements de rotation. Dans ce cas, la formule est j delta est égal à m r au carré. Maintenant, pour le cas d'un disque plein, ce n'est plus un cerceau. Donc nous pourrons dire, bon, je m'excuse de dire ça. Voilà. Voilà. On a un disque plein, à savoir il n'y a pas de vide contrairement ici pour le cas d'un cerceau, qui est toujours animé d'un mouvement de rotation par rapport au centre. Ici, ça pourrait être l'axe delta, comme vous le voyez. Voilà. Donc, le rayon aussi R. Voilà. Et là aussi, parallèlement aussi, nous allons prendre le cas d'un cylindre.
savoir son centre. Voilà. Si nous considérons ceci étant R, là aussi étant R, on vous le voyez, de masse M. Là aussi de masse M. Voilà. Donc, ici, le moment d'inertie aura pour formule J delta est égal à 1 demi de MR au carré. Là aussi, la même chose, donc ils sont identiques, à savoir est égal à 1 demi de R au carré. Prenons le cas d'une sphère. Le cas d'une sphère qui est en rotation, c'est le cas, c'est dans ici le sens, ça, là. Voilà. C'est animé de mouvement de rotation. Donc là, le moment d'inertie, J delta, est défini comme étant 2/5 de ML. Voilà. Pour le cas d'une tige pleine, comme vous le voyez, ici étant l'axe, dans son centre. Donc là, nous pouvons avoir L sur 2. Cette distance aussi pourrait être égale à L sur 2. Voilà. Ceci étant l'axe delta. Donc ici, le moment d'inertie serait J delta est égal à 1/12 de ML au carré. Voilà. Maintenant, notons le cas particulier. Les exemples que nous avons donnés, le système est en rotation au centre par rapport à quoi? Par rapport à l'axe delta qui passe à son centre, à savoir le centre d'inertie. Maintenant, prenons l'exemple où, par exemple, la rotation ne se fait plus par rapport au centre, comme le cas de cette règle. La rotation ne se fait plus par rapport au centre, mais ça se fait par rapport à l'extrémité de cet axe. Voilà, prenons ici l'exemple. Comme vous le voyez ici, on a le centre O. Là, on a l'axe delta. On va considérer que le système se fait ici. La rotation se fait ici par rapport à cet axe, à savoir l'axe delta prime. Maintenant, cette distance-là, voilà, n'est rien d'autre que D. Aussi égal à L sur 2. Là aussi est égal à L sur 2. Voilà, donc toujours, si nous considérons ce cas-ci, à savoir lorsque le système est en rotation par rapport à un axe delta, différent de l'axe de, qui passe par son centre d'inertie. Dans ce cas, que dit le théorème? Le théorème dit quoi? Le moment d'inertie de ce système par rapport à l'axe delta est égal à quoi? Est égal au moment d'inertie d'un axe qui est parallèle à delta prime et passant par le centre d'inertie, à savoir G delta, n'est-ce pas? Augmenté de quoi? Augmenté de M, à savoir la masse du solide, multiplié par quoi? Multiplié par D au carré. D étant quoi? La distance qui sépare les deux axes, à savoir quoi? Delta prime et delta. Donc de ce fait, si nous appliquons ce théorème pour le cas ici, à savoir là, c'était le cas où la rotation se fait par rapport à son centre. Maintenant, pour le cas particulier, lorsque ça se fait à un point ou bien à un axe particulier tel que delta prime, donc dans ce cas, d'après le théorème de Huygens, donc comme vous le voyez, J delta prime, ça serait égal à J delta plus M fois D au carré. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'on aura? J delta prime est égal à J delta, à savoir ce J delta, l'expression a été donnée, donc de ce cas est égal à 1/12 de M. Bon, si nous considérons, voilà, comme vous le voyez, le M, on le considère étant petit m, ça va la masse du seuil. Donc de ce fait, J delta, nous allons prendre cette expression, donc de ce fait, ça serait ML au carré plus M fois D au carré. Donc en dernier lieu, nous aurons 1/12 de ML au carré plus M. On va remplacer D par sa valeur qui n'est rien d'autre qui est égal à L sur 2 au carré. Ceci va me donner 1/12 de ML au carré plus ML au carré
dénominateur, donc par 4. Donc de ce fait, si le 4 vient ici, donc j'aurai 4 ml au carré, ici 1, donc ça va me donner 5. Voilà. 5 ml au carré sur quoi? Sur 12. Voilà, on s'est trompé. Donc revenons ici. Donc L sur 2 au carré. Donc si on élève au carré, donc j'aurai ml au carré. Le 2 au carré, ça va me donner un 4 au lieu de 3. Voilà. Maintenant, on va essayer de réduire au même dénominateur. Donc ici, on va multiplier par 3. Si on multiplie par 3, ici, j'aurai un 3m. 3 plus 1, ça va me donner 4. Donc on aura un 4 sur 12. Voilà. Donc on peut simplifier par 2 si nous voulons. Ou bien par 4. Voilà, parce que 4 fois 3, ça me donne 12. Donc de ce fait ici, ça serait un tiers et 1 mètre au carré. Voici le cas. Nous voilà dans la 6e partie, à savoir le théorème de l'énergie cinétique. Dans un premier temps, essayons de définir quelques exemples de l'énergie cinétique. Donc nous allons prendre le cas d'un point matériel animé d'une vitesse. Donc de ce fait, dans ce cas, l'énergie cinétique est égale à quoi? Est égale à 1,5 de mv au carré. Maintenant, sur le cas d'un système, à savoir un solide, système de points matériels, donc l'ensemble des forces, ça serait M. Donc on aura une force, une vitesse par rapport à son poids, le centre d'inertie. Donc de ce fait, dans ce cas, l'énergie cinétique est égale à 1,5 de M si nous voulons Vg au carré. Maintenant, si le système est en rotation, n'est-ce pas, le solide est en rotation, donc de ce fait, l'énergie cinétique de rotation dans ce cas est égale à 1,5 de J delta oméga au carré. Donc, voici les exemples d'énergie cinétique. En deuxième lieu, nous allons essayer d'aborder le théorème de l'énergie cinétique. Que postule ce théorème? Donc, le théorème de l'énergie cinétique nous dit quoi? À savoir la variation de l'énergie cinétique, à savoir d'un point A à un point B, à savoir delta EC, n'est-ce pas, est égal à sigma des forces travail, voilà, des forces extérieures qui s'exercent sur le solide allant de A vers B. Maintenant, notons au niveau de cette force, nous pourrons avoir, à savoir si nous considérons grand F étant quoi, la somme de toutes les forces non conservatives et aussi, pardon, travail de moins de force. Voilà. Donc de ce fait est égal à W de F des forces non conservatives. Voilà. Plus W, à savoir travail des forces conservatives. Donc voici, en résumé, voici le théorème, à savoir quoi, la variation de l'énergie cinétique est égale à quoi? À la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur le système lorsqu'on quitte d'un point A en allant d'un point B. Et ces forces aussi pourraient être décomposées en quoi? Travail des forces non conservatives et travail des forces conservatives. Donc nous allons essayer de développer dans les deux cas lorsque le système est conservatif et le système est non conservatif. Maintenant, comme nous venions d'établir, à savoir quoi, le théorème de l'énergie cinétique dans le cadre général, à savoir quoi, travail des forces non conservatives et travail des forces conservatives. Prenons le cas où on a quoi? On a que des forces conservatives. Donc dans ce cas, on va dire quoi? Qu'il y a absence de forces non conservatives. Donc dans ce cas, l'expression de la variation de l'énergie cinétique donc, est égale à quoi? Est égale à W des forces des forces conservatives. Or, aussi, il y a un autre théorème, à savoir quoi? Le théorème de l'énergie potentielle, à savoir le cas d'un système conservatif. Là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? À savoir quoi? La variation de l'énergie potentielle est égale à quoi? L'opposé des forces conservatives, à savoir si nous quittons de A pour allant en B. Donc, à partir de ces deux relations,
On va essayer de développer pour voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, avec 1, si on continue pour la relation 1, donc de ce fait, on aura delta EC, on décompose, à savoir en quittant A pour aller en B. Donc c'est une variation. Variation est égale à quoi? État final moins état initial. Donc de ce fait, ça serait l'énergie cinétique à l'état final, à savoir en B, moins l'énergie cinétique à l'état initial, à savoir A, est égale, comme nous l'avions dit, force conservative. Or, cette force conservative, donc ça serait égal à quoi? Si delta de P est égal à moins W de A lambda de B de FC, donc ceci est égal à moins delta de P. Donc de ce fait, ceci est égal à moins la variation de l'énergie potentielle quittant A pour aller en B. Donc de ce fait est égal à moins facteur de quoi? Une variation état final moins état initial. Voilà. Moins énergie potentielle à l'état A. Ce qui donne énergie cinétique B. Voilà. Moins énergie cinétique A est égal à énergie potentielle en B moins énergie potentielle en A. Ceci donne énergie cinétique B, n'est-ce pas? Énergie cinétique B, nous avons oublié ici le moins, à savoir, bon, ou bien on développe. Donc le moins vient ici, donc j'aurai moins énergie. Le moins aussi vient ici, donc on aura ici en plus. Donc si je transpose, j'aurai énergie cinétique de B plus énergie cinétique au point B. Donc de ce fait est égal à moins, je le mets entre parenthèses, ça va me rester en énergie cinétique A. Énergie potentielle au point A en transpose, ça va nous donner un moins. Le moins on factorise, donc toujours j'aurai quoi? Énergie potentielle au point A. Ceci est égal à 0. Rappelons aussi ici une nouvelle grandeur, à savoir quoi? Ce qu'on appelle quoi? L'énergie mécanique, qui est définie comme étant quoi? La somme de l'énergie cinétique plus quoi? Plus l'énergie potentielle. Donc ce qui donne pour cette somme-là, j'aurai quoi? L'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A est égal à 0. D'où ceci, ça dépend, si on continue aussi, est égal à énergie mécanique de B, qui est égal à énergie mécanique A, à savoir, ceci est égal à une constante. D'où ceci est égal à une constante, d'où ceci est le théorème de l'énergie mécanique, à savoir, pour le cas d'un système conservatif, l'énergie mécanique est une constante. Maintenant, nous allons passer pour le cas d'un système non conservatif. Voilà, maintenant allons-y pour le cas des forces non conservatives. Donc ici, on va considérer les deux, à savoir la variation toujours à partir du théorème, pour le cas des systèmes non conservatifs. Donc variation, comme vous le voyez, donc est égale à travaux, si on veut, travaux des forces non conservatives plus travaux des forces conservatives. Donc en considérant ce système, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura delta de C qui est égal à W, à savoir travaux des forces non conservatives, voilà, qui tend A pour aller vers B, plus aussi travaux des forces conservatives qui tend A pour aller en B. Donc de ce fait, ça implique quoi? L'énergie, une variation, donc état final moins état initial, énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A. Donc de ce fait, ceci on laisse, est égal à W, voilà, de force non conservative, comme nous l'avions pu développer plus loin, à savoir ceci, c'est travail des forces conservatives qui est égal à quoi? À l'opposé de l'énergie potentielle. Donc de ce fait, on remplace son expression. Donc on aura quoi? Moins delta E, en quittant A pour aller vers D, en développant toujours W, voilà, Fn, force non conservative, est égal à moins, entre parenthèses, une variation, énergie potentielle en B
moins énergie potentielle en A. Voilà, ceci, si on continue, donc comme vous le voyez, donc j'aurai énergie cinétique en B. Donc, voilà, attends, développons d'abord ici. Voilà. Si on veut. Voilà. Énergie potentielle en A. Plus le W. Voilà. Parce qu'on a là vers B. Et fonctionnement conservable. Ça donne quoi comme tout à l'heure? On va transposer. Bon, pardon, ici c'est B. Voilà, on va transposer. Donc ici j'aurai quoi? Moins énergie potentielle au point B. Donc si on transpose, ça va me donner un plus. Donc j'aurai énergie cinétique en B plus énergie potentielle au point B. Donc là j'aurai un moins, comme vous le voyez, en factorisation. Donc énergie cinétique en A. Vous le voyez. Ici j'aurai quoi? Un moins multiplié par moins, donc j'aurai plus énergie potentielle au point A en plus. On transpose, ça va me donner un moins. Je factorise le moins, donc ça va me donner un plus. Donc plus énergie potentielle en A. Ceci est égal à quoi? Travaux des forces allant de A vers B, des forces non conservatives. Voilà. Rappelons que l'énergie mécanique étant définie comme étant la somme des deux énergies, à savoir énergie cinétique plus énergie potentielle, ceci implique, d'après cette relation, donc énergie mécanique en B moins énergie mécanique en A est égal à quoi? Est égal à W de voilà, des forces non conservatives. Ceci pourrait être résumé en la variation de l'énergie mécanique, voilà, par rapport à deux points est égal à quoi? W de A vers B des forces non conservatives. D'où voici notre seconde loi, à savoir quoi? Théorème de l'énergie mécanique, lorsque le système est non conservatif. Dans ce cas, la variation de l'énergie mécanique est égale à quoi? Est égale aux travaux des forces non conservatives. Comme exemple de forces non conservatives, nous pouvons noter le cas des forces de frottement qu'on utilise le plus souvent. Donc nous voilà à notre dernière partie, à savoir quoi? La conservation des quantités de mouvement. De ce fait, en un premier lieu, nous allons essayer d'aborder quelques notions, à savoir la notion de choc direct et indirect, notion aussi de choc mou ou bien choc LSC. Donc notion de choc, on peut considérer quoi? Si on a deux systèmes de solides, n'est-ce pas? Animés d'une vitesse V, si nous voulons V1, ici aussi animé d'une vitesse V2. Donc suite à une impulsion, donc ces deux-là pourront se rencontrer en un certain temps ici. Donc suite à une impulsion et pour une durée très petite, donc dans ce cas, nous aurons quoi? Nous aurons ce qu'on appelle quoi? Un choc. Mais maintenant, au niveau de ces chocs, plusieurs situations pourraient se présenter. Il y a le cas où le choc est direct ou bien le choc est indirect. Donc de ce fait, dans le cadre général, si les deux solides sont ici en contact ou bien en choc, donc à l'état final, à savoir ça c'est avant, ça c'est après. Ça c'est après. Qu'est-ce que nous pourrons observer? Nous pourrons observer qu'il pourrait y avoir un changement léger au niveau de la vitesse, à savoir la direction ou bien le sens. Là aussi, nous pourrons avoir quoi? Un changement au niveau de la vitesse. Ça pourrait se faire. Maintenant, pour le cas d'un choc direct, on considère qu'avant et après, si on a ici notre solide 1, là nous avons notre solide 2, donc ceci était avant. Donc avant, voici le système, à savoir animé d'une vitesse V1, là aussi animé d'une vitesse V2. Après choc, on va se rendre compte que quoi? Ils vont suivre la même direction, soit un V1' serait là, prime,
et un V1 prime, 2 aussi serait là. Dans ce cas, nous allons dire quoi? Nous allons dire que le choc est direct. Ça veut dire quoi? Avant et après, qu'est-ce que nous allons nous rendre compte? Que les vitesses sont toujours quoi? Sont toujours collinaires. Dans ce cas, le choc est direct, mais dans le cas contraire, le choc serait quoi? Indirect, que nous allons aborder plus loin au niveau des applications. Voilà. Donc, après avoir présenté la notion de choc, choc direct et choc indirect, nous avions pu dire que lorsque le choc est direct, ça veut dire quoi? Avant et après. Donc nous allons voir quoi? Que les vecteurs de vitesse sont toujours collinaires, à savoir suivent la même direction. Maintenant, d'autres situations aussi pourraient se présenter, à savoir le cas où le choc est mou et le cas où le choc est élastique. Voilà. Donc notons que nous pouvons avoir aussi plusieurs combinaisons, à savoir choc mou direct, choc mou indirect, ou bien choc élastique direct, ou bien choc élastique indirect. Nous avions dit que c'est indirect lorsque, n'est-ce pas, à savoir avant et après, hein, si ça ne respecte pas quoi, la vérification de le cas d'un choc direct. Maintenant, pour le cas d'un choc mou, on dit que le choc est élastique d'abord ici, lorsqu'il y a quoi? Conservation de l'énergie cinétique, à savoir la variation de l'énergie cinétique est égale à une constante, et nous avons aussi conservation de quoi? De quantité de mouvement. Ça signifie quoi? Ça veut dire avant et après. Voilà. Donc pour la conservation de l'énergie cinétique, donc notons pour le cas de deux systèmes, si on a deux systèmes, un et un système 2, à savoir deux objets, animés d'une vitesse V2, là animé d'une vitesse V1. Donc de ce fait ici, conservation de l'énergie cinétique, donc ça veut dire quoi? L'énergie cinétique avant, donc à l'état initial, donc énergie cinétique, n'est-ce pas? Nous pourrons dire avant, voilà, avant pour le mobile 1, plus l'énergie cinétique du mobile 2, avant, est égal l'énergie cinétique prime du mobile 1, plus l'énergie cinétique de mobile 2. Donc dans ce cas, si nous faisons la variation, qu'est-ce qu'on aura? On aura un delta VC, variation de l'énergie cinétique, qui est égale à 0. C'est pour cela qu'on dit quoi? Pour le cas d'un choc élastique, là-bas il y a quoi? Il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc qu'est-ce qu'on aura aussi? Pour le cas des quantités de mouvement, donc on aura quantité de mouvement du système 1 avant choc, plus quantité de mouvement du système 2 avant choc, est égal à quoi? Est égal à la quantité de mouvement du système 1 après choc, plus quantité de mouvement du système 2 après choc. Donc voici le cas où on considère que le choc est élastique, automatiquement nous allons dire quoi? Qu'il y a conservation de quantité de mouvement et conservation de l'énergie cinétique. Mais par contre, lorsque le choc est mou, là-bas il y a non-conservation de l'énergie cinétique. Donc nous avons seulement conservation de la quantité de mouvement P. Donc de ce fait, avant et après, implique quoi? Si nous avons deux systèmes, 1 et 2, animés par des vitesses V1 et V2. Donc dans ce cas, quantité de mouvement du système 1 avant choc, plus quantité de mouvement du système 2 avant choc, est égal à quoi? Est égal à quantité de mouvement du système 1 après choc, plus quantité de mouvement du système 2 après choc. Donc voici les notions à retenir pour le cas d'un choc, à savoir choc direct, choc indirect, choc mou, choc élastique, tout en cherchant qu'on pourrait avoir choc mou direct, choc mou indirect, choc élastique direct, choc élastique indirect, n'est-ce pas? Donc nous allons développer ces notions au niveau des exercices d'application qui vont suivre. Allons-y au niveau des applications. Au niveau de la première application, lisons l'énoncé. Donc une locomotive de masse M1 est égale à 20 tonnes. Bon, notons d'abord, c'est un cas où le choc est direct et mou.
Donc direct, ça veut dire les vitesses avant et après choc seront collinaires. Mou, ça veut dire il n'y a pas de conservation de l'énergie cinétique, mais conservation de la quantité de mouvement. Donc je lis l'énoncé. Une locomotive de masse M1 est égale à 20 tonnes, animée d'une vitesse V1 qui est égale à 5 mètres par seconde, heurte un wagon au repos. Notons, au repos, donc ça veut dire sa vitesse est égale à 0, ou bien la vitesse est nulle. De masse M2 qui est égale à 25 tonnes. Les deux engins restent accrochés l'un à l'autre après le choc. Donc restent accrochés l'un à l'autre après le choc, donc ils auront la même direction. Autrement dit, les vitesses seront collinaires, qui vérifient bien la notion de choc direct. Premièrement, on me demande de calculer la vitesse commune V' de l'ensemble après ce choc. Voilà, allons-y. Donc on considère le système, comme nous l'avions dit. Donc dans un premier temps, voici. Voilà, donc, le système 1 de masse M1 qui est égal à 20 tonnes. Voilà, si nous voulons, avec animé d'une vitesse V1 qui est égale à 5 mètres voilà, par seconde. Là, nous avions encore notre système 2. Voilà, qui était là au début, c'était avant choc. Donc au début, animé au repos, animé d'une vitesse V2 qui serait égale à quoi? Qui serait égale à 0. Et de masse quoi? De masse M2 qui est égale à 25 tonnes. Voilà. Donc de ce fait, qu'est-ce que nous aurons? Ah, ça c'est avant. Avant choc. Après choc. Après choc, donc on est là quelque part. Voilà. Étant direct, donc ça suit ici, nous voulons, on reprend ici sur la même. Voilà. Donc ici, étant solide 1, ici étant solide 2. Donc on dit que ça reste accroché. Donc en principe, nous devions avoir V1'2 et V1'2. Mais puisque durant tout le processus, ils sont en contact, donc ils sont en mouvement, donc ils seront animés par quoi? Par la même vitesse V'. À savoir, nous pourrons dire quoi? Que le V' voilà, est égal à V1', à savoir le système après choc, est égal à aussi le V2' après choc. N'est-ce pas? Donc en premier lieu, qu'est-ce qu'on a dit? Choc. On nous dit quoi? On nous dit choc direct mou. Donc, si c'est mou, ça veut dire quoi? Il n'y a pas conservation de l'énergie cinétique, donc il n'y a que conservation de l'énergie, il n'y a que conservation de la quantité de mouvement. Donc, dans ce cas, avant choc, pour le système M1, son quantité toujours pour la formule générale, sachant que quantité de mouvement, c'est masse multipliée par vitesse. Donc, avant choc, qu'est-ce que nous aurons? Pour le système 1, nous aurons quoi? Un M1, n'est-ce pas? Multiplié par quoi? Multiplié par sa vitesse initiale, n'est-ce pas? Plus, pour le système 2, comme vous le voyez, initialement, sa quantité de mouvement, puisque c'est vitesse, pardon, puisque c'est masse fois vitesse ici, la vitesse étant nulle, donc on aura un plus 0. Après choc, donc toujours les deux systèmes, M1 et M2. Pour le cas de M1, donc ça serait P1, multiplié par la nouvelle vitesse qui devrait être V1', mais étant collé les deux, donc de ce fait, en résumé, ça serait un V1', plus aussi quantité de mouvement après choc du système 2, qui serait égal à M2, n'est-ce pas? Toujours avec la vitesse V', ceci, nous pourrons factoriser, donc de ce fait est égal à M1 plus M2, n'est-ce pas? Facteur de quoi? Facteur de V'. Donc en résumé, nous aurons un M1 V1, pardon, qui est égal à M1 plus M2 V'. Voici la relation dont nous pourrons avoir pour le cas d'un choc, pour le cas pour le cas du choc direct et mou. La première question c'était quoi? De déterminer la vitesse.
Maintenant, étant direct, donc ça veut dire quoi? Les vitesses sont collinaires, donc nous pourrons projeter suivant l'axe. En projetant suivant l'axe, donc nous aurons M1, valeur algébrique de V1, n'est-ce pas, est égal à quoi? Est égal à M1 plus M2, on projette sur l'axe, donc valeur algébrique de V, V', n'est-ce pas? Ce qui implique, voilà, que V' est égal à quoi? Est égal à M1 multiplié par la valeur algébrique de V1 sur, voilà, comme vous le voyez, M1 plus M2. Et ceci, en passant par l'application numérique, voilà, qu'est-ce qu'on aura? La vitesse V' est égale à M1. Notons ici que la somme, c'est la somme inutile de convertir. Normalement, on devrait convertir en kilogrammes, mais notons que les tonnes aussi vont se simplifier. Donc en haut, on aura un 20. En bas, on aura à savoir la somme des masses, M1 plus M2. Donc ça va me donner un 45 tonnes. Voilà. Donc si je convertis normalement 10 puissance 3, ici aussi j'aurai un 10 puissance 3. En fin de compte, les 10 puissance 3 vont se simplifier. Donc de ce fait, ici, on va multiplier par la valeur de la vitesse, voilà, bien exprimée, à savoir multiplier par 5 mètres. Voilà, on ne met pas d'inutile. Voilà. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'on aura? On aura un 80, ou bien d'abord, on peut simplifier par 5. Donc j'aurai un 20. Voilà. Ici, on simplifie par 5. 5 fois 9, ça me donne 45. Donc on aura un 29 sur 20. Si on calcule, voilà, 20 sur 29. Si on calcule, ça va nous donner, voilà, comme résultat, 2,22 mètres par seconde. Savoir, voici l'expression de V', 2,22 mètres par seconde. Voilà. En deuxième lieu, on demande quoi? De calculer la perte d'énergie cinétique du système suite au choc. Donc, comme nous venons de le dire, le choc étant mou, donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de conservation de l'énergie cinétique. Il n'y a pas de conservation de l'énergie cinétique. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous aurons? À savoir delta EC, voilà, la variation de l'énergie cinétique, n'est-ce pas, est égale à quoi? Toujours variation, c'est quoi? L'énergie cinétique après choc, voilà, après, voilà, c'est l'état final, moins quoi? L'énergie cinétique, voilà, avant choc. Donc, vérifions cette variation. Énergie cinétique après choc, comme nous le voyons. Après choc, ça veut dire quoi? Nous avons deux systèmes animés de quoi? De la même vitesse V'. Donc, en principe, nous devrions avoir un demi selon la définition de l'énergie cinétique. Donc, ça serait un demi de M1. Ici, j'aurai un V1' au carré, pardon, V'. Voilà. Plus un demi de M2, toujours avec la même vitesse, comme vous le voyez. Voilà. Donc, ça serait V' au carré, moins l'énergie cinétique avant choc. Avant choc, comme vous le voyez, il n'y a que le système M1 qui possédait quoi? Qui possédait une vitesse. Donc, de ce fait, ça serait quoi? Moins un demi. Voilà. Moins un demi. Voilà. De M1. Voilà. V1 au carré. Ceci implique un demi facteur de M1 plus M2 facteur de V' au carré moins un demi de M1 V1 au carré. Donc ceci est égal, nous pourrons factoriser, ça c'est un demi, voilà, facteur de M1 plus M2, voilà, V' au carré, moins M1 V1 au carré. Voilà. Donc si on continue avec l'application numérique, tout en sachant que V1, nous venions de calculer, c'est 2,22 mètres par seconde, et que le V1 aussi est égal, comme ici, est égal à 5, on devrait élever au carré, ça va nous donner un 25. M1 plus M2, comme vous le voyez, M2 étant égal à 25, mais ici,
il faudrait convertir en kilogrammes. N'oubliez pas de convertir en kilogrammes. Donc, de ce fait, en résultat final, on aura quoi? La variation de l'énergie cinétique. En principe, ça devrait être négatif. Donc, comme vous le voyez. Donc, de ce fait, comme valeur finale, on aura moyenne 139 kg jour. Ok, voici la résolution de la première application. Passons maintenant à la deuxième application. Pour notre dernier cas d'exercice d'application au niveau de la conservation de la quantité de mouvement. Donc, comme énoncé ici, une particule de masse M1 lancée avec une vitesse V1 heurte une particule cible immobile de masse M2. Immobile, donc ça veut dire la vitesse initiale étant nulle. La particule projectile repart avec une vitesse V'1 et sa trajectoire est déviée d'un angle alpha que nous allons représenter au niveau du croquis. La particule cible est chassée avec une vitesse V2' telle que l'angle formé par les deux vitesses V1' et V2' est égal à alpha. Première question, on me demande de donner l'expression de la masse M2. En deuxième lieu, on me demande de calculer la vitesse V'. Comme donné, V1 est égal à 20 000 km par seconde, V2' est égal à 6 250 km par seconde, M1, pour l'expression simplifiée, on nous dit est égal à 1U, sinus bêta est égal à 0,40 et sinus alpha est égal à 0,5. Et ici, on nous donne quoi? Sinus de alpha plus bêta est égal à 0,8. Allons-y, dans un premier temps, faisons la représentation graphique. Donc, si nous considérons notre système en axe, voilà, Y, Y', nous pouvons considérer X. Voilà, ici X'. Donc, notons qu'on a un choc mou indirect. Voilà. Mou, conservation de la quantité de mouvement, mais pas la conservation de l'énergie cinétique. Indirect, ça veut dire les directions prises par les vecteurs vitesse initiale et finale ne sont pas les mêmes. Donc, initialement, on me disait quoi? Qu'on a ici notre particule. Voilà, notre première particule, ou bien projectile. Voilà, de masse M1, animée d'une vitesse V1. Voilà. Et à ce niveau, si on considère qu'a eu lieu naissance le choc, donc on disait que notre particule projectile M1 voilà, avait pris cette direction. Voilà, formant un angle alpha avec l'axe. Ici, on aura M1 avec une nouvelle vitesse qu'on va nommer V1'. Mais par contre, vous voyez, toujours c'était ici le lieu de choc. Donc, de ce fait ici, notre particule de cible, à savoir le système M2, voilà, a pris cette direction. De telle sorte que, qu'est-ce qu'on avait dit? Voilà. Donc, l'angle était béton. Pas. Je continue. Oui, d'accord. Donc, cet exercice numéro 2, hein? Ok, décompte. 3, 2, 1, action. Voilà. Notons que dans l'énoncé, on nous dit quoi? On nous dit que l'angle formé par V1 et V2', ici c'est le système, à savoir le système 2, n'est-ce pas? Avec une masse M1, donc V' après choc, donc V2. L'angle formé par ces deux vitesses, à savoir, on voit cette direction, donc V1 et V2', vous nous disiez quoi, est égal à l'angle bêta.
allons-y, au niveau des données. Premièrement, on me demande quoi? De donner l'expression de M2. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Conservation de la quantité de mouvement. Voilà. Conservation de la quantité de mouvement qui nous dit quoi? Quantité de mouvement avant choc est égale à quoi? Quantité de mouvement après choc. Donc avant choc, donc comme vous le voyez, nous avions dit que l'autre était au repos. Donc de ce fait, il n'y avait pas de vitesse à l'instant initial. Donc pour le système, bon, mais mettons ceci. Donc P1 plus P2 avant choc est égal à quoi? Est égal à P1' plus P2' après choc. Donc ici, la vitesse étant nulle, donc elle est égale à 0. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'on aura? Pour le cas de P1 avec la masse M1, donc j'aurai M1 affecté par la vitesse V1 égale toujours M1 pour le système 1, mais cette fois-ci avec la vitesse V'. Donc plus, voilà, si je veux, M2, voilà, avec la vitesse V'. Donc voici notre relation, conservation des quantités de mouvement. Qu'est-ce que nous allons faire? Puisqu'on a considéré notre système d'axe X et Y', qu'est-ce que nous allons faire? Dans un premier temps, nous allons projeter suivant X, et dans un deuxième temps, nous allons projeter suivant Y. Donc de ce fait, si nous projetons suivant X, qu'est-ce qu'on aura? Donc vous voyez, c'est le même sens. Donc ici, V1, valeur algébrique serait positive. Donc j'aurai un M1 V1 qui est égal. Je projette, donc ici j'ai un M1. Qu'est-ce qu'on va projeter? La vitesse V1', n'est-ce pas? Avec notre système de repères orthonormés. Voilà. Si on projette ainsi, vous le voyez, là aussi on projette. Donc ça veut dire qu'ici on a le V1'Y. Voilà. De ce côté, on aura le V'. Donc ça serait dans ce sens, l'autre serait dirigé ainsi, l'autre serait dirigé ainsi. Donc de ce fait, j'aurai quoi? Maintenant, ceci, comment nous pourrons l'obtenir? À savoir, ici, V1', c'est à partir de cosinus, parce que cosinus de alpha, ça serait côté adjacent. Donc, je le mets ici. Avec cos alpha, côté adjacent, donc ça serait un V1' x sur quoi? Sur la vitesse V1'. Voilà, donc ceci implique quoi? Que le V1', voilà, de x est égal à V1' cos alpha. On est d'accord. Donc selon la projection, si on projette, n'est-ce pas, suivant l'axe de V1', donc on aura V1'x, V1'x, voici son expression. Ce qui donne, à savoir M1, V1', cos de quoi? Cos alpha. De la même chose aussi, M2, V2', nous allons projeter, donc ça veut dire ceci, nous allons projeter en faisant la projection, comme vous le voyez, si ceci c'est la vitesse V2', voilà, voilà, donc ça veut dire que là, on aura quoi? On aura notre V2', x, voilà, suivant cette direction, on aura notre V2', y. Voilà. Donc selon cette projection, je vais rencontrer quoi? N'est-ce pas? La vitesse V2', x. D'où, par analogie aussi, comme vous le voyez ici, avec cos bêta, ça serait côté adjacent sur V2. Donc ici aussi, de manière analogue, donc V2', x serait égal à V2', n'est-ce pas? Cos de bêta. Ce qui donne plus M2, on remplace selon la projection, on va me donner V2', x qui est égal à V2' cos de bêta. Ceci, nous pouvons dire que c'est la première relation. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de projeter suivant y. Pour la projection suivant y, comme vous le voyez, ici, vous voyez, la vitesse V1 n'a pas de composante suivant y. Donc de ce fait, V1y serait égal à 0, il n'y a que V1x. Donc selon l'axe y', nous allons rencontrer quoi? V1'y
et V2'Y. Mais notons très bien qu'ici le V2'Y est de sens négatif. Donc de ce fait, qu'est-ce que nous aurons au niveau de la relation? Nous aurons un 0, au niveau de la projection, n'est-ce pas? Si nous projetons ici, j'aurai un V1Y. Comment obtenir le V1Y? Comme vous le voyez, ça est là, et on le voit ici. C'est à partir de sinus. On peut le faire ici. Donc si nous mettions sinus de alpha, va me donner quoi? Côté opposé, c'est le V1'Y. Voilà. V1'Y sur, à savoir cette vitesse-là. V1', ce qui implique, voilà, que V1'Y est égal à V1' sinus alpha. Voilà, allons-y. Donc j'aurai un M1, pardon, c'est ici on projette, donc j'aurai un M1, V1' projeté suivant Y va me donner un V1'. Voilà, V1' sinus alpha. Voilà, allons-y. Voilà, plus M2. Voilà, maintenant c'est V2 qu'on va essayer de projeter suivant Y, ça va me donner un moins. Voilà, idem aussi. Donc de ce fait ici, nous aurons quoi? Un V2'Y, mais cette fois-ci avec moins, valeur algébrique. Donc ça serait un V2' sinus de bêta. Donc de ce fait, j'aurai moins M2. Voilà, on projette ceci, ça va me donner V2'. Voilà, sinus de bêta. Voilà. Donc ceci aussi, pour en rappeler, c'est la relation. Voilà. Allons-y. Voilà. Donc à partir de la conservation de la quantité de mouvement, nous avions pu établir, et en projetant suivant les axes, nous avions pu établir ces relations. Donc essayons de rectifier ici un peu. Voilà, donc à partir de la, au lieu de relation 2, nous allons l'appeler ici relation 3, là nous allons l'appeler relation 2. Ici, nous pouvons l'appeler relation 1. Voilà. Voilà. Donc exploitons la relation 3. Voilà. Pour la relation 3, qu'est-ce qu'on obtient? Parce que ce qu'on nous demande dans un premier temps, c'était quoi? De déterminer V1'. Voilà, donc à partir, de déterminer la masse M2. Voilà, nous allons essayer de déterminer la masse M2, tout en sachant quoi? On a V2', ce qu'on a. Voilà, on a V2'. On a aussi, au niveau des données, on a V2', on a V1. Voilà, on a V2', on a V1. Si nous regardons la relation 2, donc ça veut dire quoi? On a V2'. Et on a quoi? On a V1, n'est-ce pas? On me demande quoi? On me demande M2, n'est-ce pas? On a donné M1. Donc, essayons de voir l'expression de quoi? L'expression de V'1, que nous allons essayer de retrouver cette expression au niveau de la relation 3 que nous allons exploiter. Donc, 3 implique quoi? 3 implique, si on essaie de transposer, donc on aura un V1' qui est égal. Voilà, ici, donc ceci, on l'amène de l'autre côté, qui est égal à M2, voilà, V2', voilà, sinus, voilà, de bêta, comme vous le voyez, sur, voilà, donc ça serait M1 sinus alpha. Voilà, ici, voici l'expression de V1'. Donc cette expression-là, nous allons essayer d'utiliser la relation 2. Voilà, à partir de la relation 2, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de remplacer l'expression V1' que nous venions de déterminer ici. Donc la relation 2 me donne M1, voilà, V1, qui est égal à M1, voilà, je mets une parenthèse pour remplacer V1', donc ça serait un M2, voilà, V2',
sinus de bêta. Voilà. Voilà. M1 sinus alpha. Voilà. Ici c'est un 1. Voilà. Donc cette expression, donc ici j'aurai pas un M1 sinus alpha. Voilà, c'est toujours la relation 2 multiplié par cos alpha. D'accord, plus M2. Voilà, V2 prime cos bêta. Voilà, donc nous allons essayer de sortir l'expression M2. Qu'est-ce que nous allons essayer d'avoir? Donc d'abord ici j'aurai un M1 V1 qui est égal, continuons, essayons de développer par M2. Donc j'aurai M2 facteur, le M1 va entrer ici. Donc j'aurai M1, voilà, V2 prime, sinus de bêta sur M1 sinus alpha, là j'aurai fois cos alpha. Voilà, n'est-ce pas? Plus, voilà, donc ici on est entre parenthèses aussi. Entre parenthèses, c'est le M2 qui sort de là et là, donc entre parenthèses, voilà. Le M2 qui sort, donc le M1 entre le M2 aussi qui sort, donc j'aurai quoi? Un V2 prime cos de bêta. Voilà, nous allons essayer de continuer. Donc on réduit au même dénominateur si on veut. Donc j'aurai un M1 V1 qui est égal à M2, voilà, M1 V'2 sinus bêta cos alpha plus, donc ici j'aurai un M1 sinus alpha, voilà, V2 prime cos de bêta, voilà, le tout sur M1 sinus alpha. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Produit des moyens est égal à produit des extrêmes, donc ceci va monter en haut et ceci va descendre. D'accord? Ici, notons qu'on pourrait factoriser par M1 V2 prime. Voilà, allons-y. Donc, produit des moyens est égal à produit des extrêmes. Donc, de ce fait, j'aurai quoi? Un M. Bon, allons-y directement. Donc, j'aurai un M2 qui est égal, donc ceci va monter en haut, un M1 au carré, sinus alpha, voilà, multiplié par V1. Voilà, sur, à savoir ceci va descendre. Et nous pouvons aussi factoriser par M1 V'. Donc j'aurai un M1 V'2 facteur de sinus bêta cos alpha, oui, plus, voilà, M1 V1 aussi va partir. Donc j'aurai sinus alpha cos bêta, n'est-ce pas? Voilà, notons que ça aussi c'est une formule trigonométrique. À savoir, si on a un sinus de bêta cos alpha plus sinus alpha cos bêta est égal à sinus de alpha plus bêta. Donc ceci va me donner M1 au carré sinus alpha de V1 sur quoi? Sur M1, voilà, V' de sinus de alpha plus bêta. Voilà. Donc ici, avec l'application numérique, ça serait facile. On a l'expression de M1 qu'on nous disait qui est égale à 2U, si je ne me trompe pas, qui est égale à 1U. Hein, n'est-ce pas? La valeur de V1 a été donnée, n'est-ce pas? Sinus alpha a été donné, sinus alpha plus bêta aussi. V' on l'a, la vitesse, M1 aussi on l'a. Donc de ce fait, avec l'application numérique, on se retrouve par M2 qui est égal à 2U. Voilà. Donc, comme vous venez de le voir, nous venons de déterminer la valeur de quoi?
l'expression de M2 en fonction de U. Voilà. Notons que aussi, en calculant aussi, on pourrait simplifier ici parce que nous avons M1 au carré et M1. Donc, de ce fait, les M pourraient se simplifier et ils vont nous rester en M1. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi? La détermination de la vitesse V1'. Maintenant, déjà, l'expression a été déjà établie. Donc ici, pratiquement, on a tous les données. V1'2, on l'a donné. Sinus bêta, on l'a. M1, on l'a. Sinus alpha, on l'a. C'est M2 que nous n'avions pas. Mais maintenant, nous venons de donner l'expression. Donc avec l'application numérique ici, vous remplacez l'expression. En fin de compte, on va trouver quoi? Que V1' est égal à 10 000. Voilà. 10 000 km/s. Voilà. Voici, c'est pour l'application, les deux applications portant sur la conservation de la quantité de mouvement. Nous voilà maintenant à la fin ou bien au terme de notre leçon portant sur les bases de la dynamique. Notons que plusieurs notions ont été abordées, surtout les lois de Newton, à savoir le premier principe ou bien le principe de santé d'inertie. La notion de santé d'inertie a été abordée, la notion de quantité de mouvement aussi ont été abordées. Notons que ces notions sont importantes pour ce qui suit, à savoir quoi, les applications de la base de dynamique. Pour pouvoir réviser, je vous recommande de revoir les QCM, à savoir c'est un moyen de pouvoir réviser très bien la leçon. Donc merci, au revoir et à la prochaine.